Bonjour, je m'appelle Jérémy Turgeon, trésorier du Festival de théâtre musical du Québec. Je suis en compagnie de Julie Simon-Racine pour cet épisode du balado du festival. Julie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien, merci. Julie, on s'est rencontrés dans le cadre des formations de niveau 1 et niveau 2 que j'ai suivi, mon Dieu, il y a déjà quasiment un an. Ouais. Plus qu'un an maintenant. Puis depuis que j'ai suivi ces formations, j'essaie de prévoir, de planifier l'enregistrement de ce balado. Il y a eu une pandémie qui nous a empêchés de faire ça. Ouais. Et finalement, on réussit maintenant à l'enregistrer, à Enfin. présenter ça. C'est super. Parce que j'ai trouvé que le modèle Estil est un modèle tellement pertinent pour le théâtre musical. Alors, je vais te permettre de te présenter un peu afin de connaître ton parcours puis que le public puisse connaître un petit peu aussi le tien, apprendre à savoir d'où tu viens, quelle a été ta formation puis tout ça. Puis ensuite, on va pouvoir aborder le modèle Estil. Merci beaucoup de me donner cette chance-là. En fait, moi, en fait, à la base, je ne suis qu'une chanteuse. Et puis, chanteuse guitariste aussi. Donc, j'ai commencé à faire du chant, à m'accompagner à l'adolescence. Et ensuite, j'ai fait des études en musique, là, au cégep, en guitare classique. Et là, j'ai découvert que le chant, c'était quelque chose qui était un instrument aussi. Et donc, j'ai poursuivi des études au baccalauréat en chant classique à l'Université Laval. Okay. Et ensuite, j'ai enseigné très tôt aussi, dès l'âge de 19 ans, ça m'intéressait, l'enseignement. J'ai fait un bac en enseignement de la musique aussi. Oui, aussi. Et puis, j'ai chanté. J'ai fait des chœurs. Donc, j'avais fait beaucoup de jazz vocal à l'université et ça m'a amené à être assez confortable à chanter en harmonie. Donc, j'ai eu beaucoup de beaux contrats. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait de la télé pas mal dans la ville de Québec, dans ma vingtaine, de la radio où j'ai servi ma voix pour des imitations. Et donc, j'ai fait pas mal de tout. Puis, à un moment donné, je me suis décidée à me concentrer sur la musique jazz américaine et la musique brésilienne aussi. Oui, et c'est ça que tu fais encore beaucoup, même à ce jour. Oui, c'est ça. Ça reste encore quelque chose qui est très, très cher à mon cœur, la musique brésilienne. J'ai un blanc pour le nom de ton trio, d'habitude, qui se promène un peu en tournée un peu partout, même au Québec, mais ailleurs. Oui, maintenant, on est un peu au ralenti, mais en fait, moi, c'était surtout un duo, qui était Jazz e Brasileiro. C'est jazz et brésilien, c'était très simple comme nom, mais c'est ça. Donc, c'était un duo guitare-voix. Maintenant, je fais un peu plus différentes formations musicales et c'est quand ça me tente, dans le fond, parce que mes occupations de professeur prennent pas mal de place. Puis après mon bac, j'ai enseigné beaucoup, j'ai chanté beaucoup, puis ensuite, je me suis dirigée vers la maîtrise. Donc, j'ai fait une maîtrise sur le tard en chant jazz. Aussi à l'Université Laval. Puis ensuite, j'ai rencontré Estil Voice Training. C'est là que je m'en allais en venir, justement. Je me demandais où est-ce que c'est arrivé, justement, cette rencontre avec le modèle Estil, pour laquelle tu es devenue une passionnée. Oui, c'est ça. Mais comme je disais, j'ai eu deux moments charnières dans mon évolution, c'est-à-dire que la maîtrise qui est arrivée 11 ans après la fin de mon bac, donc j'étais une mère de famille et j'étais dans la trentaine et j'ai décidé de retourner sur le banc d'école. Les bancs d'école, alors que mon fils, mon plus jeune, lui était en première année, moi j'étais en maîtrise, c'était cool, on se montrait nos bulletins, c'est un beau souvenir de famille. Et donc ça, j'ai obtenu ma maîtrise en didactique du chant de jazz en 2003, puis ensuite, en 2009, j'ai rencontré Estil. Donc j'ai su que c'était une formation qui se donnait par une de mes collègues qui est Lynne Defoy, qui est orthophoniste et qui est elle-même devenue professeure certifiée Estil Master Trainer par la suite, elle aussi. Et donc, je suis allée suivre le cours à Pittsburgh en 2009. Donc, c'est là que j'ai eu mon tsunami, mon renversement, ma détresse, mon choc. Je pense qu'on peut l'appeler de toutes sortes de manières. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis aussi. Absolument, moi y compris. Une révolution, c'est ça. Un genre de révolution, une épiphanie. En tout cas, c'est peut-être big un peu mon affaire, mais c'est quand même... Ça a été un moment important assez pour que je revienne au Québec après puis que je me dise, faut que je gratte un peu, j'approfondisse ça. Je l'ai essayé parce que j'enseigne au campus Notre-Dame-de-Foy en chant populaire et jazz, qui est un cégep à Québec. Et j'ai utilisé mes étudiants comme cobayes. Les pauvres, ils vont se reconnaître aussi, eux autres aussi, je suis certaine. Et pendant un an, donc, je l'ai essayé. Puis ensuite, en 2010, j'ai recontacté Kim Steinhauer, qui est la présidente de Estil Voice International, et je lui ai demandé de venir au Québec. Et donc, c'est là que tout a démarré pour le Québec. Et la francophonie, je dirais aussi, parce que
on nous a enseigné Est-il en anglais ici au Québec quand je faisais venir le cours pendant une période d'à peu près 6 ans. Donc, certaines fois 2 fois par année, certaines années 2 fois dans l'année. Ouais. Et c'est là que j'en ai profité pour me certifier moi-même. D'autres se sont certifiés aussi au Québec, qui sont un peu partout dans la province. Puis moi, j'ai traduit les cahiers du participant parce que je voyais pas comment on allait faire pour que cette information-là passe aux francophones si tout était en anglais tout le temps. Oui. Moi, j'ai aucun problème avec les langues. J'en parle 3. Oui, j'adore ça. Je parle portugnol aussi, un genre de mélange du portugais et de l'espagnol. J'aime bien ça, communiquer. Donc, je voulais communiquer ce savoir-là aussi, puis être porteur de hey, ça existe, puis hey, savez-vous qu'on peut apprendre ça, puis hey, c'est dommage que ça soit pas la base de ce qu'on apprend. Oui, parce que maintenant, en fait, tu es EMCI-TP, qui est un des statuts qui est dans le modèle Estil, en fait, de l'enseignement du modèle Estil. Veux-tu qu'on dise qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est Estil Mentor and Course Instructor with Testing Privileges. That's it. Donc, tu peux enseigner à d'autres maîtres à en devenir, en fait. En fait, c'est que je suis instructeur et donc les instructeurs ont le mandat de présenter le cours premier et deuxième niveau. Oui. Et donc, c'est quelque chose qui est réservé aux instructeurs et on a aussi un mandat de mentor. Donc, ça veut dire que si des personnes sont intéressées à devenir eux-mêmes des coachs Estil ou des trainers, qu'on appelle Estil Master Trainers, et aussi le premier certificat qui est le Estil Figure Proficiency. Donc, il y a tout un processus de certification. Oui. Qui commence par l'EFP, l'EMT, puis ensuite c'est l'instructeur comme moi je suis. Et donc oui, on a la capacité de faire du mentorat et moi j'ai développé un programme de formation. Oui. Donc je suis très 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 heureuse de ce programme-là parce que je forme des francophones au Québec et ailleurs aussi, en Belgique, en France. Alors c'est un plaisir immense là parce que ça fait pas mal de monde, ça ramifie beaucoup. Et absolument. Puis tu me le disais tout à l'heure, tu es la seule instructrice de ce niveau-là, de cette certification-là, francophone qui existe, en fait. Même la seule canadienne, de ce que je comprends à ce aussi. jour, oui. C'est formidable. Mais d'autres vont venir, on s'en attend, c'est normal. Et il faut qu'il y en ait d'autres parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'aide avec leur voix. Oui. Donc, c'est aussi ça, Estil, on va en parler. Oui, mais je pense qu'on est pas mal rendu là. En fait, là, on a parlé de ton parcours, comment tu l'as rencontré, ce modèle-là, mais qu'est-ce que le modèle Estil, en fait, sur quoi ça s'appuie? Le modèle Estil, en fait, si on prend le nom du modèle en anglais, c'est le Estil Voice Training System. Donc, si on y pense, c'est un système qui nous enseigne comment entraîner notre voix. Et donc, là, on prend dans les modèles d'entraînement, par exemple, des athlètes, où est-ce qu'eux vont s'arrêter sur un petit geste, un petit mouvement. Ils vont se chronométrer pour leur vitesse de départ. Ils vont focaliser sur un petit détail de leur technique, sur le mouvement, sur l'amplitude d'un mouvement, sur le ressenti, la perception, la kinesthésie, leur corps dans l'espace et comment est-ce qu'ils ressentent et qu'ils voient tout ça. Nous, on va entendre tout ça. Donc, tout ça, ça se fait avec la voix aussi. Donc, on va décortiquer la voix. J'aime ça dire qu'on la décompose, on l'explose, le son produit par la voix. Et puis là, on va tout de suite se dire, c'est pour la voix parler et la voix chanter. C'est pas que pour la voix chanter. Absolument, c'est pour les deux. Je pense que c'est ça. Il y a une espèce de fausse connaissance par rapport au... Parce que Joe Estil était une chanteuse principalement, fait que on se dit que c'est un modèle vocal pour le chant, mais pas du tout, ça peut être pour les deux. Oui, parce qu'un son est un son, qu'il soit produit dans la parole ou qu'il soit... ou encore qu'on y ajoute une note qui est tenue pour chanter, c'est un son qui est produit par un appareil et toute une séquence d'actions qui se placent et qui se créent à ce moment-là. Donc, on va décortiquer la voix et on va regarder quelles sont les structures anatomiques en mouvement. Et est-ce qu'on peut les contrôler individuellement? C'est-à-dire qu'on va regarder, par exemple, ce qui se passe au niveau de la hauteur du larynx. Je donne souvent cet exemple-là quand on parle de style parce que le larynx lui-même peut être un petit peu plus haut, peut être centré ou peut être un petit peu plus bas. Et j'ai pas nécessairement changé la hauteur de ma note à ce moment-là. Donc,
J'ai pas changé ma langue de place non plus, mais tu sais, si je me mets à parler avec un larynx plus bas, vous allez tous trouver ça un petit peu spécial. Et si je parle avec un larynx plus haut, mais j'ai l'air d'une enfant. Mais je peux contrôler ce paramètre-là. Mais pendant que je fais ça, je peux contrôler aussi le volume avec lequel je parle par l'épaisseur de mes plis vocaux, de mes cordes vocales. Okay? Et puis ensuite, ben, je peux centrer mon voix du palais puis parler avec une voix qui va... Les gens vont dire c'est dans le nez. Moi, je vais vous dire c'est dans le nez et la bouche en même temps. Oui, c'est ça. Donc, il y a tous ces paramètres-là. Il y a on les appelle les plis vocaux. Et dans le langage populaire, on parle des cordes vocales. C'est très bien aussi, là. Mais anatomiquement, ce sont des replis, ce sont des plis et non pas des cordes. Hein? Donc, on va les identifier comme ça. Donc, on se rapproche beaucoup de la science dans le modèle d'Estill. Oui. Et donc, Joe Estill, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a... elle a choisi 13 structures anatomiques qui sont en mouvement au moment où on produit la voix. La production vocale, ça se passe par le souffle, par les cordes vocales qui vibrent et par ce son-là qui a été créé aux cordes vocales qui va résonner dans un espace qui est juste en haut des cordes vocales et jusqu'à la limite... la limite finale qui sont les lèvres, tu vois. Donc, ces 3 éléments-là de respiration, de production du son et de résonance se mélangent toujours ensemble. Donc, tu sais, on va essayer de apprendre comment ça interagit ensemble et on va essayer d'isoler aussi ce qu'on peut faire avec nos 13 structures anatomiques. Oui. J'ai mentionné le larynx, mais on a aussi des faux plis vocaux qui vont nous permettre d'avoir une voix plutôt rauque ou encore une voix super ouverte et super claire. Donc ça, il faut savoir que ça existe. Alors, tu vois, il y a des personnes qui ne le savent pas. On ne leur a pas appris et donc ils savent pas que c'est le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont de la constriction dans leur larynx qui est générée par... ça peut être généré par différentes choses, dont trop de poussée de souffle, entre autres, trop de souffle contenu dans les poumons, un abus de souffle égale une gestion de crise pour le larynx qui contient nos cordes vocales. Là, il faut que tu m'arrêtes. Hein? Je vais te donner un cours de... Je vais te donner un cours. Mais c'est ça. Il y a 13 structures anatomiques et on implique le corps et la posture, bien sûr, dans ça aussi. Puis on parle de souffle aussi pas mal, mais on le voit sous un autre angle, comme étant un joueur et non pas l'élément au centre de oui, la tout à fait, parce vocale. que dans l'enseignement du chant, ce que je trouve que le modèle Estill ajoute, c'est une espèce de dimension très concrète. Justement, tu parlais de l'aspect biologique versus dans l'enseignement du chant, il y a souvent des images qui sont utilisées, des métaphores, des images, des références. Et ça va rester, puis c'est bien correct. Oui. Ce qui est un problème, c'est quand on n'explique pas ce qui se passe concrètement et qu'on reçoit comme étudiant en chant, par exemple, une salutation comme quoi on a réussi de la part de notre professeur et que c'était beau et qu'il faut refaire ça à la maison, mais on ne sait pas ce qu'on a fait pour bien faire. Et on ne sait pas quel effort on a mis dans quoi ou qu'est-ce qui a bougé. On ne sent pas les choses d'une manière un peu plus isolé. Et on va se comprendre, hein, quand on fait un son avec la voix, on fait tout en même temps. Mais si on a quelque chose qui fonctionne pas comme on le voudrait, ben c'est bien d'avoir identifié qu'est-ce qui peut poser problème. Et donc, le travail avec la voix ou sur le souffle, c'est toujours fait d'une manière basée sur un enseignement de chant lyrique, de chant classique. Et ça fonctionne pour des chanteurs lyriques, mais c'est pas nécessairement un travail de respiration qui se transfère à tous les styles. Non, c'est ça. Et donc, et puis les métaphores sont toujours intéressantes, mais comme je disais, tout le monde va pas les comprendre de la même manière. Et on laisse pas une trace claire, anatomique, physiologique et dans l'acoustique, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait quand je monte mon larynx? Ça fait un son comme ça, mais qu'est-ce que ça peut faire aussi? Ça peut faire de la constriction à mes plis vocaux. Mes cordes vocales peuvent devenir contractées. Et donc, on ne sait pas assez comment la voix fonctionne. Tu sais, quand tu prends ta guitare, tu sais qu'il y a 6 cordes, tu sais qu'il va falloir que tu les changes, tu sais qu'il faut que tu l'accordes. Tu le tiens dans tes mains, mais la voix, tu ne peux pas la tenir. Ben, en fait, tu peux tenir ton cou. Oui, c'est ça. Mais... On peut se tenir le larynx. Mais c'est ça. Et pendant longtemps, on ne la voyait pas. Donc, c'était logique de référer à des perceptions à l'extérieur de notre corps, voix de poitrine, voix de tête, puis là, des fois, on parle de voix mixte, puis là, tout le monde s'égare, personne n'a la même définition, et là, ça dérape. Puis, donc, je pense qu'avec Estill, on a clarifié pas mal de choses. Joe Estill, elle a fait des travaux de recherche sérieux, là. Et donc, il se passe ça, tel muscle est en action, et il va se passer ça ou ça.
quand tu bouges ton larynx ou quand tu changes tes plis vocaux d'épaisseur ou quand tu changes ton voile de palais, ton palais mou de place, il va se passer ça, puis ça va avoir un impact sur comment ta voix sonne. Oui. Et là, ça va avoir un impact, ça, sur comment ton souffle réagit. Et donc, c'est jamais linéaire, la production de la voix. C'est jamais souffle, son, résonance. C'est toujours l'un influence l'autre. C'est très dynamique. Oui. Si je change un paramètre, tout bouge. Tu comprends? Tout change. Donc, si j'ai pas de stabilité dans aucun paramètre, ben, je ferai jamais ce que je veux faire. Et mes décisions seront pas, je peux pas les prendre à l'avance parce que je sais pas comment faire pour le faire. Donc, dans le fond, ce qu'on donne, c'est le pouvoir de la connaissance en apprenant comment la voix fonctionne, tout simplement. C'est très basique. C'est le fondement du fonctionnement de la voix. C'est de la mécanique vocale. Je suis une mécanicienne de la voix. OK? Et on prévient en enseignant comment la voix fonctionne, en donnant cette connaissance-là aux personnes qui suivent le cours, ben, on leur apprend comment prévenir les blessures et l'abus. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec des problèmes? Au début, on n'en a pas. On est jeune et fringant et tout à coup, le temps passe. Et là, oups, on se rend compte qu'on a moins d'endurance, qu'on n'est plus capable de faire les aigus aussi facilement, qu'on a du souffle sur la voix et on n'en veut pas. Et donc, il y a des trucs qui changent et là, on se rend pas compte qu'on n'avait pas tellement tant que ça le contrôle. Ouais. Donc, tu sais, souvent, la voix, on la produit, puis ça vient dans un pain. Tout se fait en même temps, puis on analyse tout ça d'un coup, mais il se passe une foule de petits détails. Oui, c'est ça, c'est énormément de petits détails. Oui, c'est ça. Tu parlais aussi qu'il y avait des travaux de recherche très sérieux qui avaient été faits, justement, que Joe Steele avait d'ailleurs donné son corps à la science, puis même, je pense que toi aussi, tu as eu l'occasion de le faire avec... J'ai un blanc au niveau de la procédure médicale qui a été faite. Des endoscopies, oui, des endoscopies laryngées, avec des endoscopes flexibles qui sont des tubes qu'on entre dans la narine et qui va descendre derrière le palais mou et se placer juste au-dessus du larynx pour qu'on puisse le voir. Et c'est vrai que là, maintenant, nous, on peut le voir, le larynx, mais avant, on pouvait pas. Mais non, c'est ça. Donc, on savait pas. Alors, tu sais, pendant longtemps, on a continué à dire on le sait pas, fait qu'on va y aller avec ce qu'on entend et on corrigeait avec l'oreille. Puis ça va toujours rester, l'oreille, notre meilleur analyste. On peut pas tout le temps faire une endoscopie, là. Non, c'est ça. Puis même à l'endoscopie, il y a des trucs qu'on a du mal à voir. Parfois, on est obligé de prendre une lumière stroboscopique pour faire un ralenti, un faux effet de ralenti pour voir exactement comment les cordes vocales vibrent, si tu veux, pour voir, il y a un petit problème ici, il y a un petit sillon, on appelle ça un sulcus vocalis, tiens donc, c'est pour ça que la voix est éteinte. Donc, il y a beaucoup de... La technologie a tellement évolué, mais même à l'époque des travaux de Joe Steele, elle avait les outils de mesure pour ses recherches qui étaient les plus modernes. Et donc, elle a fait ses travaux de recherche avec des outils très modernes et elle a fait des grandes découvertes. Vraiment. Et surtout, elle a été une des premières à dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait toujours les recherches en voix avec des sujets qui sont des étudiants en chant classique? Pourquoi c'est pas monsieur et madame qui parlent, ou pourquoi c'est pas des comédiens, ou pourquoi c'est pas des chanteurs de théâtre musical, ou pourquoi c'est pas des chanteurs qui font autre chose, du cabaret, par exemple, ou à l'époque, on disait du cabaret, mais c'était des bars, des chanteurs qui chantaient dans les bars, c'était de la musique populaire. Pourquoi c'est toujours des chanteurs lyriques et surtout des étudiants qui n'ont pas encore le contrôle de leur voix? Et donc, elle a dit, il faut arrêter ça, mais il faut surtout apprendre à tout le monde comment ça fonctionne pour que quand on fait des travaux de recherche, les gens qui font les sons quand on fait nos travaux de recherche, les font correctement et on peut, selon certains codes qu'elle a établis elle-même, et là, on peut savoir comment tout le monde les fait parce qu'on fait les mêmes sons. Et là, on peut regarder à l'intérieur comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut observer. Et donc, elle a créé un modèle très solide, avec des bases scientifiques solides, crédibles encore aujourd'hui. Absolument, et extrêmement concret. Et très concret. Alors l'étudiant ou la personne qui s'initie à Estile dans un cours Estile
va apprendre tout ça. Et ça se fait par du monde normal. Ça se fait par des personnes qui aiment chanter dans des chorales, par exemple. Ça se fait par des professionnels aussi. Ça se fait par des professionnels aussi des troubles de la voix. On parle d'orthophonistes ou logopèdes, hein, comme on les appelle en Belgique, où on parle aussi de médecins ORL. Donc, moi, quand je vais en Belgique, la dernière fois que je suis allée en Belgique, en 2019, il y avait 7 ORL dans mon cours. Wow. C'était extraordinaire parce que dans le même cours, il y avait des ORL, des orthophonistes logopèdes, et il y avait des chanteurs, et il y avait des profs de chant, et il y avait des gens de théâtre. Oui, quelle façon, quel modèle incroyable pour justement rassembler tant de travailleurs de la voix au final. Oui, puis tout le monde parle d'un même sujet pour lequel on est passionné et tout le monde a des prises de conscience qui sont grandes. Et pour les médecins, d'être dans une même salle avec les gens qu'ils vont traiter ou qu'ils vont aider. C'est super enrichissant. Puis, je veux dire, moi, je suis une chanteuse et j'ai appris ce modèle-là. Je suis pas une personne qui a une formation scientifique, mais j'ai quand même travaillé très fort à apprendre comment la voix fonctionne. Donc, tu sais, je suis capable d'expliquer pourquoi Joe Steele et comment il avait fait ses travaux de recherche et comment est-ce qu'elle est arrivé à telle conclusion. Et en ce moment, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Parce que les choses évoluent. Et il y a des nouvelles données aussi qui nous arrivent par rapport à la voix, puis on en tient compte dans nos cours. Donc, quand on enseigne le modèle, on apprend la base, on s'initie à ce que c'est et on fait les sons dans le cours. Et donc, tu sais, là, les étudiants en orthophonie ont des super beaux programmes au niveau de la maîtrise au Québec, mais ils font pas les sons dans leurs cours. Donc, ils vont apprendre comment les muscles travaillent, quels muscles font quoi, la physiologie, donc l'anatomie de la physiologie, puis la production du son. Donc, ils vont apprendre beaucoup de trucs par rapport à l'acoustique, mais ils font pas eux-mêmes les sons. Alors que nous, dans le cours, ce qu'on fait, c'est ça notre force, c'est qu'on va faire un cours en groupe, on va se parler d'un élément, comme par exemple comment on débute le son et comment on le finit. C'est un petit détail, ça, là. C'est comme faire le début d'une course, là. OK? Et après, on va se séparer en sous-groupes et là, avec des coachs certifiés, on va essayer. Tout le monde fait les sons. Que ce soit des orthophonistes, que ce soit des personnes qui ne sont pas des chanteurs. On n'a pas l'oreille musicale. C'est pas grave. Parce qu'on fait des sons quand même. Tout le monde parle. Donc, alors, on a une mise en pratique qui est constante. Tu l'as fait, le cours, tu le sais. Oui, c'est ça. Et là, on est supervisé et donc on peut pas, on est accompagné dans notre expérimentation et ça reste une expérimentation. Donc, une fois qu'on a fait le cours complet, premier, deuxième niveau, on n'a pas le contrôle de tout ça, mais on a reçu une claque d'en face, comme on dit, hein, chez nous. Oui, tout à fait. Une claque d'en face. Ou peut-être pas. Puis on savait déjà plusieurs trucs de ça, puis on garnit notre coffre à outils. Pour nous-mêmes comme artistes ou encore comme orthophonistes qui traitent les troubles de la voix ou encore comme professeurs de chant. Donc, ou comme étudiants, ben c'est génial. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis il y a aussi, moi j'ai suivi, comme tu le disais, les cours de premier et de deuxième niveau. Et avant, c'est des cours que tu donnais en présentiel. Là, en raison de la pandémie, il y a eu une adaptation qui a dû être faite pour être présentée en virtuel. Personnellement, évidemment, j'ai pas eu l'occasion de tester en le faisant en présentiel. Oui, il faut dire que c'est la première fois qu'on se voit en 3D. Oui, c'est ça, c'est la première fois qu'on se voit. On s'est vu en virtuel, c'est ça. Et cette façon virtuelle de fonctionner là, j'ai trouvé que c'était très bénéfique pour l'enseignement de ce modèle-là parce que j'imagine qu'en présence, on peut pas fermer son micro en fait en présence et tester nous-mêmes, aller chercher la limite pendant ça, puis après ça d'aller revalider avec un des masters qui est là dans les sous-groupes. C'est un des coachs qui est là dans les sous-groupes. Non, c'est ça. En présence, en fait, et on va en refaire, faut bien dire qu'on aura toujours des personnes qui vont préférer ce mode d'apprentissage-là. Mais ce qu'on a réalisé, évidemment, c'est que c'était possible de le faire en ligne et avec les coachs qui prennent en charge les sous-groupes, ça se fait très bien. Comme tu dis, les gens peuvent à micro fermé expérimenter davantage. Quand on est en présence et que moi, j'enseigne un des éléments dans le cours, tout le monde est ensemble. Et donc, quand je leur fais faire des sons, ben, c'est tout le monde ensemble. Alors, on essaie, hein, on expérimente. Puis des fois, c'est pas bien réalisé ce qu'on veut faire, mais c'est pas grave parce qu'on sait qu'en sous-groupe, les gens vont pouvoir avoir le temps d'expérimenter. Mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'en ligne, quand les gens sont en plénière
ils peuvent déjà commencer leur expérimentation de leur Oui. côté. Et là, ils arrivent en sous-groupe et là, ils ont déjà des questions pertinentes. Et ils ont déjà remarqué que telle chose, ça se faisait bien, mais telle chose, ils n'y arrivaient pas. Donc, on a de l'avance. Alors, c'est enrichissant. Ce qui nous manque, là, honnêtement, quand on est en virtuel, là, c'est l'aspect social. Ben oui. D'être ensemble durant les pauses. Et bien sûr, tout le monde va dire à la blague « mon pain aux bananes ». Servi pendant les pauses parce qu'on fournit des bonnes collations nutritives. Et puis, c'est beaucoup de concentration. Puis... Donc, ça va reprendre les cours en présence, mais ça va sans doute être un highlight, un événement annuel. Et là, on va se rassembler, puis ceux qui seront intéressés à le faire vont venir. Mais autrement, tu vois, le fait de ne pas avoir la dépense de se déplacer, de se reloger quand c'est à Montréal ou quand c'est à Québec ou quand c'est ailleurs. On l'a fait au Nouveau-Brunswick aussi. On a donné un beau cours à Moncton. Ouais, aussi, c'était génial. Donc, tu sais, on veut se déplacer, on veut aller vers les gens. Oui. Mais il faut dire que le virtuel nous donne cet aspect-là. Le virtuel donne cette liberté-là. Cette liberté-là. Et moi, je peux avoir des coachs internationaux, c'est-à-dire que je peux avoir des coachs de la Belgique, des coachs de la France, coachs du Québec, du bas du fleuve ou de Montréal. Et je suis à Québec, moi, dans la ville de Québec. Donc, tu sais, il y a des aspects très, très intéressant du travail en ligne. Ouais. C'est pas moins intéressant que le travail en présence. C'est différent, mais tout s'apprend et tout se fait. Puis, tu sais, tu l'as vécu, là, c'est quand même le fun. Absolument. C'est dynamique. Vraiment dynamique. C'est vraiment dynamique. Puis, on est un peu comme ça dans la voix dynamique. On est dynamique. C'est pas... La voix dynamique, c'est très drôle parce que les gens disent, ouais, ce sont des filles dynamiques, des filles et un garçon, mais là, on a deux personnes qui sont en voie de se certifier. Une belle équipe. Aussi, une belle équipe. Et puis, mais c'est aussi parce que la voix est tellement changeante dans toutes ses couleurs. Alors, dynamique comme dans... C'est dynamique, ça change. Oui, ça évolue. Ça évolue tout le temps, ça bouge, tout est possible. Just a little to bring back the fire. Alright, that's been gone. We used to be more. We used to be more. Try to say all I want you to know. If I loved you, words wouldn't come in an easy way, round in circles. I'd go. Sunny made already. My heart's been stolen, my ego's swollen. I just keep rolling along. And I think, well, what else is in store? Got all this and more before 24. It's hard not to be sure I'm spilling out of control. Out of control. Feeling panic.
panicked and rushed and hurried. I'm feeling outmaneuvered and outclassed. But I'm so happy I can't get worried about this singular impression. I've got a singular impression things are moving too fast. If I loved you time and again, I would try to say all I'd want you to loved you, words wouldn't come in an easy way. Round in circles I'd go, longing to tell you, but afraid and shy. I'd let my golden chances pass me by. Soon you'd leave me, off you would go in the mist of day, never, never to know how I loved you. If I loved you. Donc, Julie, ce que je me disais, en expérimentant justement avec les cours de niveau 1 et 2, c'est la pertinence incroyable du modèle style pour le théâtre musical, en fait, parce que ça nous permet d'aller chercher le contrôle vocal qu'on a besoin pour s'adapter à une grande variété de styles musicaux, parce que c'est ça le théâtre musical, mine de rien, c'est très éclectique. Dans les genres, dans c'est ça, dans les fonctions, en fait, il y a de la voix parlée, de la voix chantée, il y a de la danse aussi, évidemment, fait qu'il y a de l'interaction avec tout le côté physique de tout ça, mais c'est les genres musicaux, c'est que ça peut passer du rock au rap, à l'opéra, ça va partout, le country même, là, c'est tellement pertinent, et Joe Estill, dans son modèle, approche. En fait, on a parlé beaucoup justement des paramètres sur lesquels on a un contrôle, mais elle approche aussi des combinaisons de paramètres qu'elle appelle des qualités vocales qui sont en fait qui se rapprochent, qui sont très pertinentes pour le théâtre musical, en fait. En fait, par qualité vocale, on ne veut pas dire que c'est bon ou pas bon. Oui, on parle juste, c'est un terme qui veut dire en fait la sonorité ou la sonorité dans certains styles, si on veut, parce que dans Still Voice Training, il n'y a pas de parti pris esthétique ou de parti pris de style. Et c'est un des éléments qui est le plus important, c'est qu'il n'y a pas un style avec lequel apprendre à chanter. Et donc, longtemps, on s'est fié sur le bel canto, le chant lyrique pour nous apprendre la bonne technique vocale. Mais Joe Estill, elle disait, oui, mais il y a plein de gens en théâtre musical qui font carrière et ils ne saignent pas des cordes vocales. Ils doivent sûrement faire quelque chose de très bien. Ils font de longues carrières. Donc, pour elle, il fallait enlever l'aspect style pour travailler seulement dans la mécanique. On commençait par ça. Ensuite, pour revenir à l'ensemble de la chose, c'est-à-dire le big picture, si tu veux, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on sonne, est-ce qu'on veut sonner d'une telle manière ou d'une telle manière, de quoi a-t-on besoin? Et donc, pour elle, en sachant de quoi était composée une qualité vocale, une sonorité, et qui n'a pas rapport avec un style, c'est pas nécessairement un style de chant comme tel, mais c'était des qualités vocales qu'elle a définies elle-même de base, comme des couleurs primaires. Et donc, là, ce qu'on entend, nous, aujourd'hui, dans le théâtre musical, tout est là. C'est très, très, très varié. Donc, si tu veux devenir un chanteur de théâtre musical professionnel, il faut que tu puisses faire du lyrique, il faut que tu puisses faire de la pop, du rock,
avoir une voix parfois qui est rauque parce que ça sert le personnage. Il faut que tu joues comme si tu avais abusé d'alcool. Il faut que tu joues comme une religieuse. Il faut que tu joues différents personnages. Des fois, c'est avec des accents. Puis des accents, c'est ça. Des positions qui vont chercher des sonorités nasales dans ces accents-là. C'est ça, exactement. Puis des fois, il faut que tu cries, puis des fois, il faut que tu chantes. Puis on parle, comme tu disais, on est dans la voix parlée aussi. Donc, le fait de connaître comment la voix fonctionne, puis de savoir avec quelle base on travaille dans les qualités vocales, puisque dans les styles, il y en a 6 seulement. Alors, on parle de la qualité vocale speech, qui est le parler. Puis on a gardé les termes anglais, hein, parce que c'est international. Donc, le speech, on a le falsetto. Et si je te parle en falsetto, je te parle comme ça ici. Ça va aller bien si je parle aigu, mais si je parle dans le grave, j'aurai pas beaucoup de projection. Puis ça va vouloir casser. Donc, en ce moment, je te parle avec une base de speech, comme on appelle. Après ça, il y a le son, où est-ce qu'on est très sanglotant. Et c'est le cry aussi qui est sa variante. Où est-ce qu'on entend ça aussi? Là, on commence à dire, ça commence à ressembler à la voix de tête. Des fois, les gens sont mélangés un peu. Là, tout le monde cherche à trouver. C'est-tu la voix de poitrine, ça? Est-ce que c'est la voix de tête? C'est quoi la voix mixte? Julie, c'est quoi la voix mixte? Il y en a plusieurs voix mixtes. OK, tout est un mix. OK, tout est un mix. Et ensuite, on a bien sûr les qualités vocales twang. Ensuite, on a aussi le belt. Hey! Cette qualité vocale-là très projetée. Et on a l'opéra, bien sûr. J'en oublie pas, je crois. Donc, 6 qualités vocales qui sont comme des couleurs primaires. Bon. Et là, on regarde ça, puis on dit, OK, mais moi, j'entends pas ces qualités vocales-là dans le théâtre musical, ou même dans la pop d'aujourd'hui, ou même dans le jazz, ou même dans... Votre opéra, c'est pas mon opéra, je veux dire, absolument. C'est vrai, c'est vrai. Il y a pas de problème. C'est un exercice que l'on fait pour combiner. Tu as vraiment dit le mot-clé, Jérémy. On combine des exercices, des positions qu'on a vues dans le premier niveau, qu'on appelle des figures. On les appelle des figures, nos exercices. Et qu'est-ce qui se passe avec le début de son? Qu'est-ce qui se passe avec les faux plis vocaux? Qu'est-ce qui se passe avec les plis vocaux? Ils sont comment? Ils sont épais, sont fins, sont rigides? Qu'est-ce qui se passe avec la hauteur du larynx, le voile du palais? La langue est comment? OK? Et ainsi de suite. Puis l'ancrage, mon corps est-il complètement relaxé ou mon corps est-il super ancré, tonique? Qu'est-ce qui se passe avec tous ces éléments-là? Puis j'en ai oublié quelques-uns en cours de route, mais on se met sur la même page. Donc, on fait l'exercice de s'obliger à pas être dans un style. De pas être dans les... On n'est pas dans l'art. On n'est pas dans l'art. Je m'allais dire d'être dans ses faux plis, là, mais ça pourrait porter à la confusion. Mais on n'est pas dans sa voix d'attracteur, c'est notre voix avec laquelle on est habitué de travailler. Toute la notion d'attracteur, ça, je la trouve extrêmement pertinente parce qu'en fait, justement, c'est très, très fort dans le modèle style de se dire c'est quoi nos tendances dans ces paramètres-là, vers quoi qu'on est attiré naturellement de reproduire dans notre sonorité. Et les qualités, comme tu dis, c'est un exercice de combiner tous les paramètres pour obtenir une sonorité de base prédéterminée. Ouais, mettons, tu sais, on sait qu'on a 3 couleurs primaires, là. Mettons qu'on a 6 couleurs primaires. Okay? On va faire un peu d'excès. Et quand on regarde le théâtre musical, moi, quand j'écoute des chanteurs, et tu m'en as proposé quelques-uns là, pour le plaisir, puis c'est tellement toujours un plaisir d'en découvrir des nouveaux tout le temps, mais moi, je les écoute avec mon oreille qui dit, OK, ça, en ce moment, là, il est en train de... Il chante pas beaucoup, là. Il est plus en train de parler. Quand il chante en parlant, ou il parle-chante, ou il chante-parle, l'un des deux. OK? Et là, ça, c'est très intéressant parce que là, moi, ce que je fais, c'est que je focalise pas sur la beauté de sa voix. Là. Moi, j'écoute le texte. OK? Donc, mais il fait autre chose en même temps. Donc, il fait une base de speech comme qualité, mais il y a beaucoup de... Il y a une petite tendance à faire quelque chose avec son cartilage thyroïde qui donne un aspect un peu plus chanté. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui change. Donc, il y a toujours des variantes. Alors, quand on écoute une voix, quand on est habitué à un style et qu'on utilise ce modèle-là pour scanner la voix, c'est comme si on passait la voix au rayon X, ben, on est capable de dire c'est telle chose avec telle chose avec telle chose. Et là, on peut définir. Et là, on est un peu... Là, on devient un peu débordé parce que quand on écoute une voix, là, à chaque phrase ou à chaque mot, ça peut changer parce qu'on ne fait jamais la même chose pendant toute une chanson. Non, c'est ça. Ou tout un texte récité. En fait, c'est que le modèle peut donner une certaine liberté dans nos choix artistiques parce qu'on est capable de reproduire avec les différents paramètres, différentes sonorités pour aller causer une émotion. C'est ça. Fait que, oui, on travaille la mécanique vocale, puis on le fait là, à la dure. Là. On enlève tout aspect stylistique pour s'expliquer comment ça fonctionne
vraiment à la base. Ouais. Mais après ça, ce qu'on veut, nous, c'est chanter des chansons Ben puis oui. faire vivre des moments d'émotion aux personnes pour qui on chante ou on parle. Absolument. Donc, c'est juste momentané pour s'expliquer comment on peut faire donc pour obtenir plus avec notre voix. Alors, si je suis un chanteur, par exemple, qui a une formation ou qui n'a pas de formation ou qui de jazz ou de lyrique, comment je peux faire l'inverse? C'est pas parce qu'on a fait une formation de jazz qu'on peut pas faire du lyrique. C'est Non. le même instrument. C'est le même larynx. Oui. Nos parties se ressemblent vraiment beaucoup. Ce qui change, ce sont les dimensions. Tu verras un larynx d'homme, un larynx de femme. Puis, si tu le sais pas, tu aurais de la misère à dire c'est quoi exactement. Moi, je vais le savoir. Je vais avoir des petits trucs que je vais remarquer. Mais il reste qu'on a tous le même appareil avec lequel on parle et on chante. Et en théâtre musical, c'est la même voix qui peut tout faire. Et la demande, elle est grande maintenant. Ouais. Et c'est correct aussi parce que si on veut en vivre, si on veut faire beaucoup de beaux projets en théâtre musical, il faut pouvoir faire différents styles. Et donc, quand on parle de passer d'un style à l'autre, shifting styles, comme ils disent beaucoup en anglais, ils ont des mots très concis pour dire plein de choses, très clairement. Donc, shifting styles, ça veut dire passer d'un style à l'autre et tu peux faire de l'opéra, toi, puis tu peux faire aussi du jazz, toi, puis tu peux faire du rock, toi. Puis après ça, tu peux sangloter en chantant aussi, puis tu peux faire tout ce que tu veux, tu as le droit. Oui. Et il n'y a pas un style qui est plus dangereux qu'un autre. Non. À chaque fois que tu vas chanter fort, tu vas te mettre en danger. On va se le dire. Peu importe comment tu chantes fort, tu vas te mettre en danger. Il va falloir que tu saches comment bien le faire. Oui. Alors, autant l'apprendre. On peut dire même que, justement, le modèle style, c'est une technique, c'est un modèle qui permet de connaître sa voix d'une façon très saine aussi, justement, de garder la santé vocale longtemps, parce qu'on sait c'est quoi en tout cas les habitudes ou peut-être les attracteurs qui font en sorte que on peut se fatiguer plus facilement, puis qu'à long terme, ça peut causer des dommages, des blessures à la voix. Oui, exactement. Donc, préserver la santé vocale, c'est au centre du modèle style. Que l'on parle, que l'on chante. Par exemple, on a eu des professeurs d'école qui sont venus suivre nos cours parce qu'ils étaient intéressés de comprendre pourquoi, de façon régulière, ils revenaient toujours à leurs mauvaises habitudes. Et maintenant, tu sais, quand on se fait des blessures, par exemple, quand on se fait des nodules sur les cordes vocales, ben c'est pas le genre de choses que si jamais on se les fait enlever parce qu'on opère de moins en moins, on va plutôt essayer de corriger le comportement. Et les orthophonistes sont hyper essentiels pour ça, les orthophonistes qui sont spécialisés en voix, bien sûr. Il faut changer le comportement, mais ça va bien quand on travaille en orthophonie, puis on a besoin de le faire, puis on a donc besoin d'orthophonistes qui connaissent bien les styles aussi, puis qui peuvent s'en servir comme un ajout à leur coffre à outils en thérapie vocale. Mais la personne, si elle apprend elle-même aussi comment faire et qu'elle comprend anatomiquement ce qui se passe, en faisant des petits trucs, puis en faisant des petits sons d'imitation, puis en changeant un peu ses paramètres, mais en sachant ce qu'elle fait, elle va prévenir le retour des blessures. Donc, ça veut dire que on essaie d'enseigner aux personnes à suivre leurs limites, mais pas que à comprendre que s'ils se mettent des limites, des fois, c'est parce qu'ils savent juste pas quoi faire pour les dépasser, ces limites-là. Donc, ils pensent que c'est fini. Ils pensent qu'ils n'ont pas de notes plus aiguës, par exemple, les chanteurs, ou qu'ils ne peuvent pas chanter plus grave. Mais ils ne savent pas que s'ils font quelque chose de conscient pour, par exemple, atteindre des sons plus aigus, s'ils montent volontairement la hauteur de leur larynx et s'ils montent leur langue, la hauteur du dos de leur langue, ben ils vont être capables de chanter plus aigu plus facilement. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui vont changer la vie d'un chanteur ou d'un orateur. On a même enseigné aux cheerleaders. On a fait une étude sur les cheerleaders aux États-Unis qui avaient des nodules, des nodules naissantes aux plis vocaux et on leur a appris à bien crier. Oui, c'est ça, pour encourager. À faire un bon belt, parce que le belting ou le belt, comme on l'appelle, c'est une voix qui est forte, une voix qui projette, une voix qui est sans compromis. On crie ou on crie pas, hein? Oui, c'est Et ça. on parle de crier, on parle pas de hurler, on parle d'un cri de joie. Okay? Les cheerleaders, hein, les pom-pom girls avec leur... Alors, ils parlent très, très fort et quand on leur apprend à bien faire les choses et à contrôler, entre autres, l'aspect souffle, puis à le faire dans la joie pour que les faux plis vocaux soient rétractés et non pas contractés, ben là, tout à coup, tout change et ils sont capables de le faire longtemps, puis même que leur nodule diminue. Tu
Tu comprends? Puis on en prévient chez d'autres. C'est ça, c'est de la prévention. Puis c'est très, très simple. Imaginez ça, justement, dans une performance où est-ce que c'est plus des cris, des encouragements, ben, d'aller chercher ça. Dans le belt pour le chant, on s'entend que c'est une stylistique qui est abondamment utilisée en théâtre musical. Oui, là. Donc, avoir la bonne base, la bonne technique, ça s'apprend, ça. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, c'est pas que t'es fait pour belter ou t'es fait pour mixer ou t'es fait pour faire tes aiguilles en lyrique seulement. C'est pas vrai, ça. Tout s'apprend, puis c'est le même larynx qui peut tout faire. Et donc, dans nos écoles, éventuellement, il faut faire évoluer les choses, je pense. Il faut que les étudiants arrêtent de compartimenter les styles. Il faut qu'ils fassent de tout avec le même professeur. Oui. Et oui, c'est correct qu'on ait plusieurs professeurs parce que oui, des fois, on a des styles qu'on connaît bien, culturellement parlant. Puis c'est très enrichissant quand on a un professeur de chant classique qui connaît bien un style et un professeur de chant jazz qui connaît bien un style et un professeur de chant pop ou même composition pour les auteurs, compositeurs, interprètes qui connaît un style. C'est intéressant parce qu'on travaille ensemble. Et là, quand on travaille ensemble dans une école et qu'en plus, on a des orthophonistes formés à style qui savent et des ORL formés qui savent, estiment ce que c'est, ben là, on vient d'avoir une équipe autour d'une voix. Oui. C'est important, là. Les athlètes ont des équipes autour d'eux. Oui. Ben, en théâtre musical, c'est des athlètes solides, là. C'est solide, absolument, là. C'est un mix de 3 arts magistraux, là. Donc, tu peux pas mettre de côté l'aspect de l'importance de sauvegarder sa santé vocale. Il faut que tu le fasses en l'apprenant. Faut que tu apprennes ça tôt. Puis si tu l'as pas appris tôt, ben c'est pas grave, apprends-le maintenant. Ben oui, c'est ça. Tu peux tout le temps apprendre. Il n'est pas trop tard. C'est jamais trop tard pour apprendre comment se défaire de mauvaises habitudes puis gagner plein de couleurs vocales. Ça s'apprend, tout ça. Donc, Julie, merci beaucoup de m'avoir reçu chez toi, tout d'abord. Dans mon petit studio avec... À Québec, dans le studio les avec modèles anatomiques. Oui, qu'on a vu si souvent aussi. Mais j'ai sorti mon squelette, je voulais pas te troubler. Oui, c'est ça, il est dans le placard, littéralement, cette fois-ci. c'est ça, exact. Mais c'est ça, c'est pour dire que le Festival de théâtre musical organise une rencontre découverte avec Joëlle Bourdon, une de tes... fameuse Joëlle, fameuse coach. Comédienne chanteuse qui fait partie de ton équipe à La Voix Dynamique. Ce sera le 19 septembre dans le cadre du Festival 2021. Donc, encore une fois, Julie, je te remercie énormément d'avoir accordé ce temps-là. Je crois que c'est un modèle à découvrir en théâtre musical, puis j'espère que plusieurs personnes vont le découvrir grâce à notre atelier, mais aussi grâce à La Voix Dynamique et à ton équipe. J'espère aussi. Merci beaucoup.